vais maintenant appeler mes différents intervenants pour cette table ronde, donc relocalisation et régénération, quel avenir industriel. Et donc sur cette table, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Anaïs Voigilis qui sera avec nous, qui est géographe, qui est l'auteur de cet ouvrage Vers la Renaissance industrielle. Je vous en prie Anaïs. On va aussi avoir avec nous Thierry Pérez, qui est fondateur de Valorégène, une entreprise qui est basée dans le Lot-et-Garonne, donc pas très loin d'ici et donc en Nouvelle-Aquitaine, et toujours aussi en Nouvelle-Aquitaine, mais depuis plutôt les Landes, même si vous développez aussi d'autres spots en Nouvelle-Aquitaine. Julie Forneville, qui est directrice d'impact pour Materup, une entreprise qu'on commence à bien connaître, et Julie nous réexpliquera ce que vous faites. Et puis, à distance avec nous, il est peut-être déjà connecté, nous avons Gilles Attaf, qui est d'origine France Garantie, une certification que vous connaissez peut-être déjà. Gilles Attaf d'ailleurs a un lien avec la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il a été longtemps en Limousin pour la manufacture Belleville. Et puis Gilles Attaf a fondé les Forces françaises de l'industrie, et c'est vraiment un héros à ULT du Made in France. Et des sujets aussi de relocalisation. Donc peut-être que Gilles n'est pas encore avec nous, il nous rejoindra dans très peu de temps. Je vais commencer mon introduction avec Anaïs Voigilis. Merci à vous, parce que cette table elle est née aussi d'abord avec l'idée qu'on pourrait vous avoir en intervenante. Ça fait maintenant combien de temps que vous l'avez sorti ce livre avec Olivier Landy? 2 ans. Ça fait 2 ans, donc, vers la Renaissance industrielle. En mai 2020. Et vous l'avez co-rédigé et co-réalisé avec Olivier Landy. Et depuis, vous n'arrêtez plus, en fait, Anaïs, de faire des interventions et d'évangéliser sur le sujet de l'industrie et de la réindustrialisation. Ça veut dire qu'entre une pandémie mondiale auquel peu de gens s'attendaient, qui est venue bouleverser les chaînes d'approvisionnement, et une guerre en Ukraine qui a aussi conduit à des bouleversements des chaînes d'approvisionnement et une prise de conscience sur l'affaiblissement de la base productive française, il y a eu une régénération, on va dire, de l'intérêt pour la question industrielle. Et donc tout le monde aujourd'hui veut s'emparer du sujet pour faire de la réindustrialisation une réalité. Et alors, moi j'ai compris une chose à travers cet ouvrage que je vous invite tous à lire, parce qu'il est vraiment d'une limpidité vraiment très intéressante, à la fois pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre quels sont les enjeux demain, à la fois technologiques mais aussi environnementaux. Et en fait, vous vous questionnez pas mal dedans la relocalisation, la réindustrialisation, pour dire que finalement, relocaliser les chaînes de valeur, très bien, c'est très intéressant, mais ça passe peut-être aussi par un phénomène de régénération, d'où le titre de cette table, et qui fait qu'on doit voir aussi les écosystèmes d'une certaine manière bouger. En fait, on a tendance un peu dans le débat public à vouloir opposer réindustrialisation et relocalisation, avec, quand on parle de relocalisation, des gens qui disent « mais voyons, on ne va pas tout relocaliser, c'est absurde ». En fait, il y a peu de gens qui disent « on va tout relocaliser ». Il y a un enjeu à relocaliser un certain nombre de productions, notamment les productions stratégiques, toute production qui nous semble pertinente et toute production qu'on pourra de manière générale le relocaliser. Mais l'enjeu, c'est aussi comment on préserve la base productive existante, comment on la renforce, comment on inscrit cette industrie dans des écosystèmes, c'est-à-dire comment on travaille sur des approvisionnements qui vont être locaux ou régionaux, et pas des approvisionnements qui viennent du bout du monde entier et qu'on fait juste de l'assemblage sur le territoire français. Et donc cette notion d'écosystème, avec aussi la capacité à coopérer des acteurs et la coopération dans le monde de l'entreprise, je ne vais pas dire uniquement dans le monde industriel, je pense que de manière générale dans le monde de l'entreprise, elle reste extrêmement faible. Combien vous avez de sites industriels qui aujourd'hui ne connaissent pas leurs voisins et ne travaillent pas ensemble, alors qu'il y a des enjeux de coopération sur de nombreuses choses, du recrutement, peut-être des opérations de maintenance, sur la recherche d'autonomie énergétique, par exemple du co-investissement sur de la biomasse, des unités de méthanisation. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, comment les déchets des uns deviennent les produits des autres. Et ces réflexions, elles doivent s'inscrire dans un écosystème, et donc c'est la capacité des uns et des autres à coopérer au-delà des divergences ou d'éventuelles concurrences. Alors peut-être sur ce sujet de la coopération, ça rejoint peut-être des éléments de discours qu'on a eu hier. On avait donc Grégory Richat avec nous, que vous connaissez certainement, d'OPO, qui accompagne aussi beaucoup les entreprises en Nouvelle-Aquitaine sur les programmes usines du futur. Et Grégory Richat qui nous parlait évidemment de l'industrie plus circulaire. Est-ce que ça veut dire que, évidemment, ce décloisonnement que vous évoquez, cette meilleure connaissance, il en passe aussi par ce changement et d'entrer davantage de circularité, parce que la circularité, elle implique
de regarder moins le cœur d'usine, mais aussi, enfin, de regarder toujours autant le cœur d'usine, mais aussi de regarder davantage son amont et son aval. Est-ce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça va de pair avec un changement de modèle dans les entreprises? Oui, bien entendu. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait des matières, on les transforme, on en fait un produit qui est vendu, et puis une fois que ce produit arrive en fin de vie, il est un peu recyclé, souvent peu au regard de la manière dont il a été pensé. Donc c'est retravailler sur comment j'inscris mon usine dans cet écosystème, comment je travaille avec mon amont et mon aval, mais c'est aussi retravailler sur le produit, c'est-à-dire aller vers de l'éco-design, comment est-ce que je réduis l'impact environnemental de mon produit, et surtout comment je m'assure qu'il soit réparable et, quand il n'est plus réparable, recyclable. C'est aussi un travail en effet sur les procédés industriels, sur la supply chain. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de l'économie circulaire. Et ce qui se passe, et on le voit aujourd'hui beaucoup, et d'ailleurs on le voyait hier, il y a eu Emmanuel Macron a réuni les 50 sites les plus émetteurs de CO2 en France. Ce dont on se rend compte, c'est quand on parle déjà premièrement uniquement de décarbonation, alors que la question environnementale, elle va beaucoup plus loin que la décarbonation. Et la deuxième chose, c'est qu'on raisonne encore trop à l'échelle du site et on raisonne assez peu sur l'amont et l'aval, donc sur les différents scopes, les scopes en termes d'émissions. Et donc il faut sortir de cette logique. Et c'est pas simple parce qu'il y a à la fois la disponibilité des données pour réaliser son bilan environnemental. C'est si je prends des actions très fortes sur la question environnementale et que ça a un coût, c'est-à-dire quand on parle il y a des choses l'efficacité énergétique, par exemple, c'est pas forcément des investissements très chers. Quand on parle de transformation technologique dans les usines, c'est-à-dire qu'on passe d'un recours au gaz à l'électricité parce que c'est moins cher, on est tout de suite sur des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, il faut s'assurer que derrière, eh bien, on puisse aussi réimpacter certaines augmentations de coûts auprès des clients, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, comme le montre le cas de l'inflation aujourd'hui, où on est dans une situation un peu bloquée. Alors oui, c'est important ce que vous dites, parce que je pense que depuis hier, on a beaucoup d'interventions qui vont dans ce sens. Je pense qu'on est de plus en plus convaincus en effet de ce mouvement-là. Hier, on avait aussi un baromètre quand même justement de l'usine durable en Nouvelle-Aquitaine qui nous était présenté, qui démontrait qu'on n'était pas encore non plus dans une avancée très 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 forte et qu'il faut donc redoubler d'efforts là-dessus, parce que c'est pas forcément évident quand même pour ce tissu. Encore, si on est une ETI peut-être, si on est une PME industrielle qui est plutôt dans une position de sous-traitant, être aujourd'hui dans cette approche de cette complexité-là, révision de son modèle, etc., c'est pas encore facile et un modèle très répandu. Non, c'est pas facile, d'autant qu'il y a quand même un triple enjeu pour les unités industrielles, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'environnement qui est clé, mais il y a un retard quand même, on a presque une dette technologique au regard du sous-investissement dans les sites industriels, donc il y a un enjeu de modernisation par l'intégration de l'industrie du futur. Il y a tout un sujet autour du numérique et de la data, comment sert de la data pour améliorer les paramètres influents de production, pour améliorer les prévisions de vente et donc essayer d'avoir une production qui est beaucoup plus proche des attentes du consommateur et donc avoir un équilibre, ce que je produis, ce que je stocke, meilleur. Et tout ça, ce sont savoir où on va, comment on y va, donc avoir la vision, avoir la réponse derrière du marché. Et donc, pour des acteurs de petite taille, je pense qu'il y a un chantier de transformation qui est tellement important que ça peut faire peur et que certains se retrouvent souvent, à mon avis, seuls et avec des donneurs d'ordre qui ne sont pas toujours fair-play pour engager les transformations. Tout à fait. Alors, il y a peut-être aussi un autre aspect. Et on va peut-être d'ailleurs demander, je crois que Gilles Attaf a pu nous rejoindre. Donc, bonjour Gilles. Merci d'être avec nous. Vous nous entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien, merci. Ah super, parfait. Il faut juste qu'on monte un petit peu le volume pour que nous on vous entende encore un peu mieux et ça sera parfait. Peut-être aussi, alors je vais vous laisser évidemment réagir aux propos d'Anaïs, Vogilis, mais il y a aussi une dimension, je pense, que vous aussi représentez bien, c'est qu'il y a aussi actuellement, au-delà des sujets de transition, et ces transitions représentent aussi une dimension un peu peut-être de réenchantement et de réinvention un peu d'une image de l'usine. Je vous dis ça parce que j'ai vu dernièrement une tribune de votre part qui est passée, je crois, sur Marianne, sur justement aussi votre amour de l'usine et cet enjeu de réenchantement. Ce qu'on vient de décrire, pour vous, ce sont aussi des facteurs justement qui favorisent un renouveau et un réenchantement de l'usine ? Alors, je suis désolé, je n'ai pas tout entendu de ce que
le discours d'Anaïs, parce que j'ai eu des problèmes de connexion, mais je connais un petit peu son discours. D'ailleurs, j'étais avec Olivier Louanzi hier, avec qui elle travaille. Non, moi, ce que je veux dire aujourd'hui et ce que je veux porter, c'est qu'on a absolument besoin d'un récit pour porter cette réindustrialisation décarbonée, ce réenchantement dont je parle dans la tribune de Marianne, que vous avez eu la gentillesse de citer. C'est que pour pouvoir embarquer, aujourd'hui, on part de très très loin. Je pense qu'on a tous conscience que la France a été désindustrialisée, qu'aujourd'hui elle doit être en capacité de retrouver une souveraineté, mais effectivement dans des conditions complètement autres. On ne va pas refaire la France ni de Gaulle ni de Pompidou, comme le dit Olivier Louanzi, c'est tout à fait exact. Mais au-delà de ça, il faut qu'on soit en capacité de porter un récit pour que tout le monde soit derrière cet enjeu qui pour moi est essentiel, parce que ça doit être une cause nationale portée par les territoires. En fait, la cohésion territoriale doit être forte pour porter cet enjeu qui est absolument fondamental. Je vous rappelle qu'on est descendu à un niveau de désindustrialisation absolument critique sur la France, et on parle d'ailleurs de filières critiques. Et pour ça, on a besoin effectivement de réenchanter l'usine, d'expliquer que l'usine, c'est un formidable enjeu de cohésion territoriale, où l'ascenseur social peut redémarrer, où on peut trouver un projet de vie, on peut rester dans sa région. Puis vous savez, nous, on porte quelque chose avec Origine France Garantie aujourd'hui qui est essentiel, c'est qu'il y a une totale convergence. Par provocation, je parle de convergence des luttes entre le social et l'environnemental. Quand vous produisez en circuit court, écoutez, vous êtes beaucoup plus vertueux que quand vous produisez au bout du monde. Donc ce sujet-là, il faut que tout le monde le porte. Il faut que ce soit vraiment, encore une fois, une cause nationale et qu'on retrouve cette compétitivité. On avait la chance d'avoir un atout énergétique qu'on n'a plus aujourd'hui, donc il faut se poser les bonnes questions. Mais pour ça, il faut avoir une vision sur le temps long. Moi, c'est quelque chose qui me semble essentiel, et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand Anaïs parle d'éco-conception, c'est-à-dire qu'il faut prendre à la base le produit, essayer de réfléchir comment on va le produire, mais aussi comment on va le transformer et qu'est-ce qu'on va faire de ce produit en fin de vie. Bon, pour moi, c'est essentiel, et c'est pour ça que je dis que c'est une bataille culturelle que tout le monde doit prendre à sa charge. Je pense que les deux autres intervenants qui sont avec nous vont assez favorablement réagir à ça. Peut-être aussi, Gilles, quand on préparait l'intervention, vous avez évoqué, j'ai beaucoup aimé la formule, une convergence des luttes entre le Made in France et les sujets écologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que on le voit bien, il y a un tissu qu'il faut en effet entraîner, accompagner, peut-être aussi convaincre à un moment donné de s'engager dans ces formations, dans ces changements de modèle, etc. Et donc, cette convergence des luttes, on l'observe où en premier? Écoutez, je pense qu'on a tous au moins, je pense l'honnêteté de dire que la problématique écologique est notre problématique numéro 1 dans les années à venir. Donc, il est clair que si on ne comprend pas que pour pouvoir travailler, il faut travailler dans de bonnes conditions, d'une manière éthique, et pour préserver la planète, voilà, moi la convergence que je vois, c'est que non seulement on peut être en capacité de donner du travail, de donner un sens aussi à son travail, de donner un sens à ses régions, à ses territoires, et qu'en plus, on va vers une économie plus vertueuse. Voilà la convergence entre la capacité qu'on aurait à vivre dans ces territoires. Vous savez, on peut pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de société qui va bien sans cohésion. Et on ne peut pas aller contre les entreprises. Donc, il faut que les entreprises soient au service du citoyen et que les entreprises doivent se poser les bonnes questions. Comment on doit, en fait, encore une fois, porter ce récit d'un avenir pour tout le monde dans sa région, et ça me semble fondamental, et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Quand on parle de cause nationale, on doit aussi travailler sur la problématique des commandes publiques. Nous, on milite pour des contenus locaux dans les appels d'offres, pour que les régions soient en capacité de choisir leurs producteurs en circuit court. Donc tout ça, c'est une convergence globale qu'il faut qu'on porte tous et qu'on essaie de faire comprendre au plus haut niveau. Ok, merci beaucoup Gilles. Anaïs, ce qu'évoque Gilles, moi, fait écho aussi à pas mal de propos qu'on a entendus depuis 2 jours maintenant, sur le fait aussi que ça veut dire aussi qu'en termes d'innovation, il faut peut-être aussi qu'on se positionne un peu autrement et que le prisme innovation bouge un peu. Alors vous l'avez évoqué, il y a des préalables dans certains types de transitions, qu'à un moment donné, l'usine, malgré tout technologique, l'usine 4.0, elle permet aussi peut-être d'améliorer certains axes, y compris environnementaux, parce que meilleure compréhension par la data des flux et donc des pilotages différents. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même justement un rapport à l'innovation dans le monde industriel qui change et qui est peut-être pas encore très très lisible?
C'est une bonne question. Alors déjà, il y a une chose, c'est que la technologie, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc, elle doit s'inscrire dans une stratégie globale de l'entreprise. C'est-à-dire, de quoi est-ce que j'ai besoin et quelles sont les attentes de mes clients et quels sont les marchés que je veux conquérir. Et à partir de là, voir les transformations qu'il y a opérées. Ça peut partir aussi du cœur de l'usine où on se rend compte qu'on a des problèmes récurrents de productivité, des problèmes productivité machine, hein, pas forcément des hommes. On a des problèmes récurrents de perte matière, où on n'arrive pas à avoir une production assez flexible par rapport aux attentes des clients. Et donc là, on va voir comment on peut y répondre avec les évolutions technologiques. Et après, la question de l'innovation, c'est très large. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, on se dit toujours innovation égale innovation de rupture, grandes inventions. Et l'innovation, elle peut intervenir sur plein d'aspects. Ça peut être une innovation de procédé, ça peut être une innovation produit, ça peut même être des innovations marketing. Il n'y a pas forcément de limite. Par contre, il y a un enjeu à aller chercher des leviers de différenciation parce qu'on a un enjeu de réflexion sur la compétitivité prix, mais il y a surtout comment est-ce qu'on peut être compétitif sur les aspects hors coût. Et donc, l'innovation et la différenciation sont des leviers à activer. Très bien. Je vous propose qu'on passe à nos deux autres intervenants pour qu'ils puissent déjà réagir, mais il va falloir aussi nous présenter à notre public quelles sont vos activités. Julie, sur Materup, on connaît bien, on vous a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur l'AG d'ADI parce qu'on questionnait la problématique de la sobriété et puis de l'impact aussi, on y reviendra sur le sujet de l'emploi et du sens dans l'entreprise. Ces premiers propos, je pense que ça colle assez bien avec l'esprit de Materup. Mais je vous propose d'abord de nous dire précisément ce que vous faites. En plus, vous nous avez amené un certain nombre d'échantillons qui sont devant sur la table. Oui, alors bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, merci de nous avoir proposé de témoigner. Materup, c'est une jeune start-up, on a 4 ans, industrielle, néo-aquitaine. Nous sommes dans les Landes, dans un territoire rural, en plein cœur de la forêt. Et on produit, grâce à de la deep tech, et c'est important de le dire, on a de la technologie, donc ça répond à ce que disait Anaïs, un ciment local, bas carbone, à faible intensité énergétique, à base d'argile crue. Alors l'argile crue, vous voyez, vous l'avez ici. Alors c'est un produit qui est extrêmement abondant sur la planète, qu'on trouve sur tous les territoires, donc ça veut dire que c'est reproductible, et qui permet intrinsèquement, et là je rejoins ce qui vient juste d'être dit, c'est de se dire on n'a pas que de la deep tech, c'est aussi de remettre du lien avec d'autres thématiques, c'est de se dire on va utiliser une matière première qui intrinsèquement est bas carbone, de l'argile qu'on ne cuit pas. Et puis cette matière, on se dit, on ne va pas aller la prendre en plus, on va utiliser celle qui est disponible sur le territoire et qui est même disponible sous forme de déchets. Elle peut être disponible sous forme de déchets industriels ou sous forme de déchets de terres d'excavation. Alors les terres d'excavation, ce sont par exemple sur Paris, les métros qui sont creusés, vous avez des tunnels immenses, et là on a des millions de tonnes de terre dont on ne sait pas quoi faire. Ou pour notre cas dans les Landes, la terre que vous voyez ici, c'est de la terre qui est un déchet d'un industriel qui fabrique de la terre cuite et d'Iliance, avec qui on a signé un partenariat. Donc on rejoint cette idée de travailler avec d'autres industriels qui n'étaient pas exploitables pour eux et que nous, on vient réutiliser. Et puis sur cette couche de matière première qu'on vient utiliser, valoriser un déchet, là, on va y ajouter de la tech, de la deep tech, une innovation de rupture dans la composition et dans les process. On a 35 brevets qui protègent notre innovation, qui est protégée au niveau mondial. Nous sommes les seuls à faire ce type de produit. C'est un ciment qui a les mêmes performances mécaniques, la même résistance, la même qualité qu'un ciment conventionnel. Et là, c'est important aussi pour l'usage. Comment une technologie va permettre d'avoir un produit qui va être aussi performant qu'un produit conventionnel et qui va être totalement substituable. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le process, on a choisi de ne pas avoir de gaz, de ne pas avoir de pétrole dans nos usines, d'être uniquement à l'électrique et de pouvoir fonctionner avec un mix
énergétique électrique. Alors là, ça prend tout son sens depuis quelques mois, donc on s'en réjouit quelque part de cette crise parce que ça montre qu'on peut aller dans le bon sens. Et surtout, là, on fait un lien entre l'énergie, on diminue par 2 l'empreinte carbone et on diminue par 2 la consommation énergétique. Et donc, quand on diminue la consommation énergétique par 2, on devient compétitif. Et quand on devient compétitif, on peut s'implanter sur les territoires et pouvoir vendre notre produit. Et aujourd'hui, M'Interrupt, parce que vous dites en effet de start-up industrielle, mais vous parlez de vos usines, donc ça veut dire que aussi vous avez en effet développé des usines. Vous avez commencé depuis les Landes, ça s'est agrandi en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez aussi nous expliquer ça, parce que ça fait partie aussi de cette dimension régénération. Donc, après la matière, après la deep tech, on se dit est-ce qu'il ne faut pas rajouter du bon sens en fait dans notre logique de production et de déploiement. Et donc, on a choisi d'avoir des petites unités industrielles résilientes. Donc, on n'est pas sur des méga-usines qui vont irriguer sur un territoire ou sur l'Europe. On est à l'échelle des Landes et du Pays Basque avec une petite unité donc, qui fonctionne. Elle a été construite en 10 mois dans les Landes. Elle est en production depuis février dernier. On produit, on fournit d'autres entreprises industrielles du territoire. On travaille avec Dual de BTP, à qui on a signé des partenariats, qui a remplacé le ciment conventionnel par le nôtre, en local, et qui produit maintenant des bétons que vous voyez juste là, et qui sont mis en œuvre sur le territoire. On y reviendra peut-être un dernier point et après on va tourner un peu sur la table. Sur l'aspect emploi, on en avait parlé pendant cet AG. C'est aussi important, je pense, de comprendre aussi à quel point le sens que vous mettez dans vos produits, dans votre production et dans ces usines, a un impact aussi en termes d'emploi. Et sur le fait que depuis les Landes, depuis le Pays Basque, pour trouver des profils, oui. C'est en votre faveur. Tout à fait. Alors on a des profils de production industrielle, qui sont des emplois plutôt locaux, on recrute en local, et puis on a des profils très tech avec des ingénieurs et des chercheurs. Donc on a une variété très importante. Sur une production comme le ciment, ce qu'il faut savoir, c'est que le ciment et le béton, c'est le matériau le plus manufacturé après l'eau au monde, qui est responsable de 8% des émissions carbone. Et le ciment est très en amont de la chaîne de valeur, puisque après vous avez les préfabricants, les bétonniers, les TPIistes, les collectivités, les constructeurs. Donc on est les maçons très très en amont de cette chaîne. Et c'est l'ADEME qui le dit, c'est pas nous. Un emploi en cimenterie crée 270 emplois directs sur le territoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de pouvoir, avec ces petites unités, recréer de l'emploi, et de l'emploi non délocalisable, et de l'emploi qui crée aussi de la motivation et de la joie, parce que c'est porté sur des valeurs environnementales, de circuits courts, donc qui est aussi facteur de motivation et qui permet d'embarquer d'autres partenaires industriels sur le territoire et de créer de la valeur in situ. Super. D'ailleurs, hier, Grégory Richat, je crois, vous a cité en disant que vous étiez un super modèle d'entreprise, mais en citant aussi le fait que vous étiez une start-up industrielle et que vous aviez aussi un rôle un peu de poil à gratter du monde de l'industrie, parce que vous alliez questionner en effet pas mal les modèles. Donc merci déjà pour ces premières présentations. Peut-être Monsieur Pérez, nous en dire aussi vous plus sur Valoregen. On a pas mal parlé de déchets aussi, et ça c'est un secteur que vous connaissez bien et où en effet il y a un enjeu fort aujourd'hui. Dites-nous en plus sur Valoregen. Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et merci pour l'invitation de pouvoir témoigner ici sur cette table ronde. Pardon, je vais lever le micro, ça sera plus simple. Ça marche. Donc, Valoregen est une start-up industrielle innovante. On est implanté à Damazan, dans le 47, entre deux bassins de déchets que sont le bassin de Toulouse et la région bordelaise. On a vocation à faire du recyclage de plastique. Alors, pas tous les plastiques. On s'adresse principalement à ce qu'on appelle les plastiques souples. Ces emballages flexibles que l'on va trouver soit les poches, soit les emballages autour du pack d'eau, soit l'enrubanage des palettes. Et notre matière première est donc du déchet qui vient soit de l'agriculture, soit de l'industrie et des commerces, soit des particuliers. On a développé une technologie de régénération qui est un peu innovante, qui permet de faire soit de la matière première par du recyclage mécanique, que tout le monde connaît,
soit de faire ce qu'on appelle des huiles pyrolytiques qui sont issues d'un recyclage chimique, c'est-à-dire qu'on vient retransformer ces déchets plastiques sous forme d'huile de manière à refaire du plastique derrière en substitution du pétrole. Donc on est sur un écosystème, je dirais, assez simple, dans lequel on vient capter du déchet et on s'adresse à la pétrochimie ou à la plasturgie pour revendre une matière première en substitution de plastique d'origine fossile. Alors, notre marché, la France, malheureusement, est en retard sur le recyclage des plastiques. Je vais faire simplement un focus sur ce que j'appelle les emballages souples. La France consomme aujourd'hui 1 million de tonnes par an de matière vierge pour faire des applications souples et hors e-commerce. Et aujourd'hui, le taux de recyclage de ces matières-là est de 3%. Alors, même si on défend une position d'arrêter un certain nombre d'emballages à usage unique dont la durée de vie est très courte et qui sont difficiles à recycler, néanmoins, il reste quand même un niveau de manière à avoir et de répondre à la réglementation qui est aujourd'hui applicable, qui est en 2030, 30% ou 40% de recyclés dans l'ensemble des emballages. Donc quand on sait qu'on a une consommation de 1 million de tonnes, si on veut 30-40% de recyclés, aujourd'hui on est en attente de 300-400 000 tonnes de recyclés sur le marché. Le démarrage de Valoregen, aujourd'hui sur un pilote industriel qui s'installe, on est sur un investissement de 17 millions d'euros pour 15 000 tonnes de recyclage mécanique, 13 000 tonnes d'huile. Donc on a des enjeux dans les années à venir sur la réindustrialisation de notre territoire pour venir passer ce stade-là, pour respecter la réglementation qui est applicable et qui sera applicable dans les années à venir. Donc l'enjeu de réindustrialisation est très fort. Alors c'est vrai que lancer une start-up industrielle, comme le disait Anaïs, après une crise sanitaire du Covid, puis la crise des matériaux pour les approvisionnements des procédés et maintenant le coût de l'énergie, l'enjeu est assez fort quand on se lance sur ce genre de sujet. Alors la chance que nous avons, et je pense que pour le marché, c'est d'avoir pu signer des partenariats avec des donneurs d'ordre qui sont des leaders mondiaux qui ont besoin de changer leur modèle économique et leur modèle de vente de ces matières premières sur le marché pour répondre à la réglementation. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de steps à décloisonner pour pouvoir réindustrialiser ce territoire dans des conditions opportunes. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça demande énormément de fonds. Et en plus, si on est face à une crise dite sanitaire des matériaux avec une augmentation du prix des machines qui peuvent aller, je dirais, d'entre 20 et 30%, plus un coût de l'énergie, à un moment, nos modèles économiques vont être extrêmement restreints pour assurer une rentabilité par rapport aux gens qui investissent. Dans votre activité, ça passe aussi par des partenariats sur le territoire spécifiques. On en a parlé quand on a préparé l'intervention. Ça veut dire aussi en termes de recomposition de partenariats, des travaux avec le port de Bordeaux, par exemple. Ça veut dire aussi un travail sur une friche, évidemment, le Lot-et-Garonne, ça on en avait parlé. Mais comme dire, votre activité, le marché qui est créé à partir de ça, a aussi une dynamique auprès de ce type d'acteurs, le port, la logique du fret fluvial, par exemple. Alors, comme le disait Naïs, quand on réindustrialise, ou on se relocalise, selon les angles, il faut qu'on crée un écosystème. Nous, on est, je dirais, à la jonction de trois métiers que sont la gestion du déchet, la plasturgie et la pétrochimie. Donc, on se doit de développer un écosystème autour de ces trois métiers-là pour pouvoir faire ce recyclage dit des plastiques. Premier sujet, les compétences. Trouver un BTS recycleur sur le marché, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc on est obligé de mettre en œuvre des partenariats pour former demain ces talents qui vont venir faire grandir Valoregen, de manière à pouvoir les former sur ces trois métiers-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe des partenariats avec des écoles, et notamment le lycée de Marmande, qui est une formation de plasturgiste, sur lequel on va venir greffer des formations complémentaires à la charge de Valoregen pour les amener sur de la pétrochimie et sur de la gestion du déchet. Donc, premier partenariat, la formation pour former nos talents de demain. Le deuxième sujet, c'est la logistique. Quand on veut mettre des chaînes logistiques à 15 000 tonnes, bon, ça passe.
L'ambition, c'est de, 100 000 tonnes, de produire 100 000 tonnes, puisque le partenariat que nous avons signé nous demande de monter notre capacité à 100 000 tonnes de plastique recyclé dans les années à venir. Ça veut dire que la chaîne logistique doit être repensée. Et donc, dans ce cadre-là, on a la chance d'être juste à côté du canal latéral. On a arrêté le fret fluvial. Pourquoi on l'a arrêté? Est-ce qu'on peut le relancer? Est-ce qu'on peut se connecter directement avec le port autonome pour pouvoir faire ces exports d'huile vers la pétrochimie? Donc c'est des questions, des études sont en cours, et oui, on doit repenser cet écosystème autour de la logistique. Et à partir du moment où on va sur le port, on sait très bien que les huiles que nous allons produire demandent des traitements complémentaires pour qu'elles soient purifiées. C'est ce qu'on appelle les hydrotraitements. L'hydrotraitement, c'est quoi? C'est de l'hydrogène avec un catalyseur, et on a le port autonome qui développe une stratégie autour de l'hydrogène. Donc pourquoi ne pas remettre une étape supplémentaire sur le port autonome avant exportation pour pouvoir créer de la valeur ajoutée à partir d'activités décarbonées? Donc voilà, il est vrai que sur le métier du recyclage, comme on part de très loin, mais forcément, on doit penser à tout cet écosystème. Donc j'ai parlé de la logistique, j'ai parlé de fonctions supplémentaires qui pourraient arriver dans les années à venir, de la formation, mais aussi de toutes les fonctions support à une entreprise, que ce soit de la maintenance, que ce soit des supports industriels. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, c'est très clair et très intéressant. Du coup, Anaïs, je me tourne vers vous, parce qu'en tant que géographe, les propos tenus par Thierry et Julie questionnent vraiment justement cette régénération du territoire, parce qu'on évoque les sujets de formation, de synergie avec l'écosystème, de connexion avec les autres territoires. Donc c'est aussi un gros questionnement finalement des politiques menées par les territoires en faveur de l'industrie. Oui, en fait, ça montre aussi toute la complexité des projets, des interactions. On voit bien, hein, là on aborde juste, on a touche du doigt le sujet de la supply chain, qui est un vrai sujet en France, parce que on parle du fret fluvial, mais on peut aussi parler du fret ferroviaire, qui sont en fait aujourd'hui très très peu développés, et sur lequel on n'a pas forcément d'approche, et qui, dans une logique de réindustrialisation, devrait aussi être questionné. C'est-à-dire que la décarbonation doit aussi se produire sur la chaîne logistique, et comment on développe des alternatives au transport routier, et donc quels investissements on met aussi derrière. Et donc là, les acteurs publics ont un rôle à jouer, mais c'est aussi la capacité que les acteurs publics vont avoir à aller se coordonner avec les industriels pour identifier les besoins qu'ils ont, et éventuellement comment les industriels peuvent se réunir ensemble pour travailler sur des logiques de formation. Il y a un exemple, alors, qui n'est pas du tout de Nouvelle-Aquitaine, donc il ne faudra pas m'en vouloir. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais bon, je préfère prévenir. C'est territoire d'Alsace-Bossu, qui est un territoire très enclavé, où une dizaine d'industriels sont réunis, réunissant 3200 emplois, pour mettre en place une campagne et un dispositif. On prend des jeunes en alternance, on les forme dans nos entreprises, et derrière, on leur assure un CDI. Et un travail fait avec les pouvoirs publics sur la mise en place d'une formation qui réponde aux besoins de ces industriels, qui ont identifié que dans les 5 ans à venir, ils allaient quand même manquer de 150 conducteurs de ligne, ce qui n'est pas rien. Et donc c'est aussi tout ce travail qu'il y a à faire, et qui n'est pas simple, hein, parce que c'est parfois un peu renier sur ses attentes pour arriver à une massification peut-être de la recherche ou de la formation. Très bien. Alors j'en profite, vous avez évoqué le fret fluvial et le fret ferroviaire, pour évoquer qu'il y a eu une belle dynamique justement aussi en Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu un forum du fret ferroviaire qui a été mené il n'y a pas très très longtemps, et qui a eu un succès assez étonnant. Donc on voit bien qu'en effet il y a un enjeu. Puis je crois que sur le fret fluvial, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a des choses qui sont en cours et bientôt programmées avec la région, mais avec la métropole aussi, je crois, de Bordeaux. Donc on est en cours, il y a des actions aussi en Nouvelle-Aquitaine. Ça va, l'Alsace, c'était suffisamment loin. En termes de régénération aussi, on vous parlait des écosystèmes. Gilles Attaf, si vous êtes toujours avec nous, il y a aussi évidemment cette dimension de réseau, de communauté, de meute un peu, j'allais dire, sur l'industrie. Et vous avez fondé il y a maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, les FFI, les Forces Françaises de l'Industrie. On en a aussi un représentant avec nous, Gilles, dans la salle. Vous pouvez nous expliquer aussi quelle est la dynamique derrière ces Forces Françaises ? Oui, absolument. Alors ça fait 3 ans, parce qu'on va fêter nos 3 ans pendant le salon du Made in France, là, en fait, nos 3 ans. Donc effectivement, c'est un mouvement qu'on a voulu créer il y a 3 ans. En fait, l'idée, c'est de rassembler autour de cette noble cause pour moi, qui est la réindustrialisation et donc la régénération des territoires par l'industrie. Donc c'est un mouvement qui se veut collectif,
et qui va essayer de fédérer le maximum d'acteurs autour de cette noble cause qui pour nous est fondamentale. Hein. Je suis toujours un petit peu exigeant quand je dis que c'est une bataille culturelle, mais pour moi c'est essentiel, c'est une bataille de cohésion vraiment sociale. Et donc en fait l'idée c'est de rassembler des acteurs autour de les FFI historiques portaient cette magnifique idée de libération de la France. Nous on porte cette idée de cohésion, cette idée transpartisane qu'on doit tous être derrière l'industrie, parce que l'industrie, ça pollue pas automatiquement. Moi, j'essaie de faire comprendre qu'on a besoin qu'on retrouve de l'attractivité dans les usines. Faut donner envie d'industrie, faut que l'industrie produise mieux dans de meilleures conditions. Mais pour nous, c'est important, et c'est pour ça que ce mouvement des forces françaises de l'industrie, porté d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine par Gilles Matelier, est absolument formidable, parce qu'on sent qu'il y a une dynamique terrible autour de cette envie de se fédérer ensemble, de trouver des solutions, de s'allier au territoire, de travailler sur l'attractivité, hein, revenir dans les usines, que les ingénieurs n'aillent plus dans la finance, mais travaillent sur l'industrie décarbonée pour produire mieux, mais moins des produits de qualité. Je pense que tout ça, c'est un sujet qu'on porte avec les forces françaises de l'industrie. Et on sent qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc il faut que tout le monde nous suive. Super, un message positif et inquiétant. Peut-être, je vois que le temps file, peut-être un dernier mot. Julie, voulez-vous rajouter peut-être quelque chose? Parce que je vous vois hocher la tête sur les propos de Gilles Attaf. Oui, effectivement, pour notre part, on se lève les matins et on est motivé, on est heureux. On sent que dans les territoires, y compris ruraux, mais c'est partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, il est possible de faire autrement, d'être sur une transition. Certes, il y a des crises, alors on nous parle que de mauvaises nouvelles à longueur de journée, et nous on se dit, toutes ces crises, elles sont vectrices de renouveau, de régénération, et que la relocalisation, la réindustrialisation des territoires peut être porteuse d'avenir, parce que derrière on a d'autres valeurs dans l'industrie. On peut s'approprier les circuits courts, on peut s'approprier de la deep tech qui vont venir être au service des usagers in fine, qui vont recréer de l'emploi, qui vont recréer des liens dans le tissu industriel local. Et nous, en tout cas, on y croit. C'est ce qui nous motive tous les matins, et on va poursuivre en essayant d'essaimer sur d'autres territoires. Voilà, on a une dizaine d'usines programmées sur les 5 prochaines années. On se dit, on n'a pas besoin d'attendre 2030, 2050. On peut déjà faire aujourd'hui beaucoup de choses. Très bien. Thierry, peut-être un dernier mot aussi? Oui, un petit mot pour dire que l'industrie est une belle activité. Pendant des années, on a dit il ne faut pas d'industrie, zéro industrie. Et aujourd'hui, on y revient. On est heureux de revenir sur ces sujets-là. Et la preuve année, c'est aussi de reprendre des territoires, puisqu'on implante Valoregen sur une friche industrielle. Donc c'est un renouveau pour cette friche industrielle. C'est pas toujours évident, il faut le dire aussi, hein, puisqu'on a perdu la mémoire du passé. Et donc de revenir sur des activités industrielles qui ont existé et de repartir avec de nouvelles activités, c'est ce qui nous anime. Et de le faire surtout en milieu rural. Comme le disait Julie, c'est ça qui nous anime. Alors, on va dire que c'est pas toujours facile. Est-ce qu'on a l'électricité? Est-ce qu'on a la fibre? Est-ce qu'on a les réseaux? Tout est compliqué. Mais c'est le challenge que l'on souhaite relever, et c'est ça qui nous anime. Et c'est ça qui est important, de pouvoir revenir sur des activités qui étaient là présentes dans le passé, de refaire vivre des sites, de recréer de l'emploi, de recréer de l'activité, et surtout des activités dites décarbonées. C'est ça le sujet. Donc c'est ça qui nous anime. Très bien. Merci beaucoup. Anaïs, je vous laisse le mot de la fin sur ces échanges. C'est un mot de la fin, c'est toujours. Ça peut être long, hein? Non, mais non, ça va être court. Je pense qu'on a 2 beaux exemples autour de la table qui nous montrent que la réindustrialisation est possible. Et donc, il y a une question. Même si le contexte est difficile, même s'il y a plein de raisons de baisser les bras, il faut s'inspirer de ceux qui montrent au quotidien que c'est possible, et de faire d'aller au-delà, de faire de la réindustrialisation plus qu'un vœu, mais une réalité. Eh bien, merci beaucoup pour ces messages. En plus, je sais qu'on avait 2 exemples bien inspirants de start-up industrielles, mais je crois que vous en voyez aussi aujourd'hui des bien inspirantes qu'on connaît, qui sont plutôt sur des sujets aussi de batteries très réparables. C'est gouache pour les nommer, hein, c'est pas un problème si on les nomme.
Donc des beaux exemples en Nouvelle-Aquitaine qui permettent justement de travailler à cette relocalisation et cette régénération. Merci aussi à Gilles Attaf d'avoir été avec nous à distance. Gilles, on continue de créer de la connexion avec l'autre Gilles, parce que ça prête à confusion quand même, mais avec l'autre Gilles qui est avec nous dans la salle, Gilles Matelier, qui représente les forces françaises de l'industrie aussi en Nouvelle-Aquitaine. Donc on essaiera de créer des synergies encore. C'est aussi pour ça qu'on monte cet événement. Donc merci à vous tous. On va continuer d'enchaîner sur cette journée. Je vous libère. On peut mettre un petit jingle. Et merci.